Grand plaisir que je vous retrouve pour cette 4e conférence des sémantiques improvisées. Les 3 premières ont eu lieu ce printemps chez Stéphania à Encore. Normalement, elle devrait arriver parce que c'est elle qui est la marraine en quelque sorte de ces conférences. Et celle-ci va toujours jouer de la temporalité avec une notion qui est extrêmement belle, extrêmement connue et en même temps pas très connue, c'est la synchronicité. Alors qu'est-ce que le lien entre les 3 conférences sur les crises et la synchronicité? C'est que souvent justement les synchronicités ont lieu dans des situations de crise, dans des situations d'intensité affective et émotionnelle. Et donc il y a là un lien évident avec la notion de temporalité, puisque en crise il y a un orage sémantique, il y a une rupture de la temporalité, et dans les synchronicités il y a irruption de quelque chose qui est différent de la vie ordinaire. Alors, la notion de synchronicité vient de Jung. Jung, père de la psychologie des profondeurs, élève dissident de Freud, a développé cette notion dans la lignée de Leibniz, de Schopenhauer, qui croyait en une harmonie préétablie, en une sorte de volonté inconsciente des êtres et choses. Qu'entend-il par ce concept? Il y a synchronicité quand 2 événements sans aucun lien causal font sens pour l'observateur. Plus près, oui. Excusez-moi parce que je ne maîtrise pas très bien l'art du micro, je préfère parler en général. Je voyagerai d'abord un peu parce que c'est une conférence tout à fait particulière, elle est à la fois itinérante et sur place. Et donc vous avez le loisir de vous disperser, de voyager, surtout pendant la 2e partie, la partie conversationnelle de cette conférence. Donc il y a synchronicité quand 2 événements font sens sans aucun lien causal entre eux. Alors Jung a écrit un très bel essai sur la synchronicité et il donne un exemple qui, je crois, est paradigmatique. C'est l'histoire des oiseaux et de la personne qui meurt. En ce sens, il a une patiente qui s'inquiète de l'état de santé de son mari, et lui de même d'ailleurs, et celui-ci va chez son cardiologue et redoute quelque affection. Alors qu'il est plutôt rassuré sur sa santé, il s'écroule, et au même moment, à pas mal de kilomètres de là, la dame, son épouse, voit des oiseaux s'abattre sur le toit de la maison. Et elle se doute qu'il y a quelque chose parce que dans son histoire, à plusieurs reprises, elle a eu une situation de ce type. Et donc elle est très inquiète et au même moment, le mari s'écroule. Il y a là, typiquement, un phénomène synchronistique, en ce sens qu'une image symbolique dont on trouve l'écho dans la tradition des oiseaux de mauvais augure, etc. Il y a toute une tradition autour des oiseaux qui peuvent être à la fois porte-bonheur, symbole de la colombe, etc., mais aussi de mauvais augure, les corvidés, etc. Ça a donné jusqu'au fameux thriller de Hitchcock, bien sûr, les oiseaux. Ça s'appuie sur une image archétypique, en fait, celle des oiseaux de mauvais augure. Et donc là, il est évident que ce ne sont pas les oiseaux qui ont provoqué la mort de ce monsieur, ce ne sont pas bien sûr les symptômes et le décès de ce monsieur qui ont provoqué la venue des oiseaux. Ce sont des phénomènes concomitants qui sont simultanés mais n'ont aucun lien causal. Là, on touche à quelque chose de l'ordre qui n'est pas exploré, qui est le plus souvent d'ailleurs refusé, c'est la synchronicité. Autre exemple, je prends des exemples jungiens, mais je suis convaincu que vous en aurez beaucoup, puisque dans la 2e partie, on peut parler juste 1 heure. Normalement, on devait boire les verres qu'après le débat ou pendant. Mais comme vous avez déjà étanché votre soif, on pourra prolonger tard dans la nuit la discussion. Et donc, vous avez certainement des exemples de synchronicité qui, souvent d'ailleurs, sont très intenses et très intimes. Autre exemple. Toujours Jung, dans un essai qui est absolument magistral et qu'il faut lire. C'est marrant parce que même le petit que sais-je sur Jung en parle à peine. Mais cet essai que j'ai relu cette semaine est absolument incroyable. Tant Jung est audacieux.
Il a été écrit en 1950, l'été 1950, mais beaucoup de psy et de physiciens n'oseraient pas en écrire un pareil aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a une patiente qui est en thérapie chez lui et qui visiblement est complètement bloquée dans sa vision des choses. Elle est complètement arrêtée, elle est pleine de résistance. On dirait aujourd'hui qu'elle est prise dans un animus négatif, quelqu'un de sentencieux, plein d'opinions, etc. Et tout est bloqué. Jusqu'au jour où elle fait un rêve, elle rêve d'un scarabée d'or. Là aussi, le scarabée est une image symbolique qu'on retrouve dans la tradition égyptienne. Jung, d'ailleurs, dans sa grande descente aux enfers au midi de la vie, voit ce scarabée aussi. C'est une image symbolique, et ça va jusque dans la tradition populaire, le scarabée, etc. C'est souvent associé à la renaissance, à la mort et à la résurrection. Et donc, elle rêve de ce scarabée d'or, elle est bouleversée par ce rêve. C'est un rêve qu'on appellera lumineux, archétypique, c'est un rêve qui n'a rien de personnel, et c'est là toute la force d'un Jung, c'est d'aller explorer ces images symboliques qui n'ont pas d'époque vraiment, qui peuvent revêtir des formes culturelles, mais qui s'expriment dans les rêves, mais aussi dans les mythes, dans le folklore, dans les contes, etc. Et donc, il explique la symbolique à sa patiente qui, bon, voilà, est un peu bouleversée, sans plus. Et à ce moment-là, il y a un insecte qui vient se jeter sur la vitre, et c'est un hameçon doré, un de ces gros hannetons. Nous, on les voit plutôt marron, les hannetons, quand on en trouve encore, mais là, c'est un hanneton doré. C'est pas très connu, enfin, on n'en a plus beaucoup chez nous, mais en tout cas là-bas, à l'époque, en Suisse, il y en avait. Et donc, il ouvre la fenêtre, il se saisit du hanneton doré, et il dit voilà votre scarabée. Choc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les résistances de la patiente sont en quelque sorte mises à mal, elles sont ébranlées, et donc elle est bouleversée par la synchronicité. Et le traitement va reprendre, elle va reprendre un travail. C'est pour ça d'ailleurs que Jung a énormément analysé les rêves. C'est pour ça qu'il s'est intéressé notamment à la mythologie, à travers ses premières œuvres après et pendant la rupture avec Freud. Et puis surtout, il va découvrir l'iconographie alchimique. D'ailleurs, un jour, et c'est un peu sa thèse, c'est que les alchimistes sont en quelque sorte les précurseurs de ses propres recherches, puisque ce qu'il appelle le processus d'individuation, le centrage dans son axe, a été préfiguré par les alchimistes. On a beaucoup parlé lors de la deuxième conférence, le 11 avril dernier, de la symbolique alchimique qui est typique des situations de crise, puisque dans les crises, on est déstabilisé, on est démantelé parfois, on est remis à zéro, tout repartant de l'archaïque. On est mis à terre, c'est le propre d'une crise, qui, si elle doit être anticipée, c'est pas pour être évitée. Au contraire, on doit tous être des philosophes de la traversée, à ce niveau-là. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui rêve d'une thématique, et puis il sort un de ses grimoires alchimiques, il ouvre la page, il dit « Voilà ce dont vous avez rêvé, monsieur ». Évidemment, ce genre d'image archétypique est absolument incroyable. Personnellement, quand j'avais 19 ans, j'ai fait des voyages comme ça, dans une sorte d'hypnose, de lying. Je cherchais un peu le sens de ma vie. J'essayais même d'explorer d'éventuelles vies antérieures. Et là, à un moment donné, j'ai vu une image archétypale qui disait, voilà, c'est une image qui va mener ta vie. Et c'était l'arbre de l'individuation, la symbolique de l'arbre, qui est aussi celle de la future liberté du Verseau, on en parlera. Et cet arbre était entouré d'un maillon d'or et toute cette chaîne allait jusqu'au ciel, comme ça. Et en fait, j'avais 19 ans, je ne connaissais pas Jung, c'était une image de l'Aurea Catena. L'Aurea Catena, c'est la tradition hermétique, c'est la tradition alchimique. Je pense que les piles sont déjà à plat, ou alors il y a un faux contact. Et donc, c'était une image archétypique. Je ne sais pas si Philbert a des piles. Il est parti. Vous entendez là comme ça va? Bon, je vais devoir parler très fort. Je vais devoir parler très fort, mais comme je suis filmé pour une vidéo de légende, je suis obligé de rester relativement calme. D'habitude, et donc, voilà ce qu'est une synchronicité. Voilà quelques petits exemples. Voilà quelques petits exemples qui vous parleront. Je suis persuadé. Parce que maintenant, il y a des synchronicités
qui ne sont pas forcément liées à des images archétypiques. Parce que ça, cette pratique du symbole, cette descente dans les profondeurs, on ne la fait pas forcément, quoique maintenant, grâce à l'art-thérapie, grâce à l'imagination active, grâce aux états modifiés de conscience, le mindfulness, tout ça, beaucoup de gens explorent toutes ces dimensions. Mais quelque chose de beaucoup plus prosaïque, il n'y a pas très longtemps, je mange avec des amis que je n'ai pas vus depuis 10 ans, dans une ville où je ne vais jamais. On parle de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 12 ans, je prends un train que je ne prends jamais. Et donc je retourne à la maison, je m'assieds, et soudain, cette personne passe devant moi. Je dis, c'est pas vrai. Je me lève. Et c'était bien évidemment elle. C'est incroyable. C'est une sorte de résonance synchronique. Ce n'est pas une synchronicité archétypique profonde, mais c'est une résonance symbolique. Vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle le lendemain. Vous pensez à quelqu'un, vous avez tous vécu, ça c'est impossible autrement. Alors on va dire que c'est une coïncidence. Certains diront c'est un hasard signifiant. Mais plus simplement, ça révèle peut-être une chose, c'est que les propriétés de l'inconscient rejoignent, et là, c'est ça le socle de la synchronicité, elles rejoignent les découvertes de la physique moderne. Alors, il y a 100 ans, je boirai une bonne bière après, il y a 100 ans, le principe d'incertitude d'Heisenberg, la physique quantique. Heisenberg découvre que les électrons autour du noyau de l'atome sont à la fois ondes et corpuscules, selon leur position, mais selon aussi la manière dont on les observe. Interdépendance de l'observateur et de l'observé au niveau quantique, ce que la science traditionnelle réfute, évidemment. Et puis, non seulement ces électrons sont ondes ou corpuscules, mais en plus, on va découvrir, ça c'est le théorème de Bell dans la foulée d'Heisenberg, si vous prenez une paire de photons, je schématise, si vous prenez une paire de photons, vous la coupez en deux, vous changez la polarité de A, même à 100 000 km, à 10 000 km on va dire, la polarité de B change. Au-delà de la vitesse de la lumière, au niveau quantique, l'information circule. Nous sommes dans un autre temps, un autre espace. C'est une information qui transcende les limites de l'espace et du temps. Jung, toute la fin de sa vie, va discuter avec Pauli, le physicien Pauli, qui est mort à 58 ans, prématurément, mais avec qui il va écrire un ouvrage magnifique de correspondance. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'arrière-monde, d'ailleurs, l'inconscient neutre. Il va travailler, lui, il va dire, en gros, mon hypothèse, c'est que les lois de la psychologie des profondeurs, de l'inconscient profond, celui qu'il appelle collectif, qui est organisé, qui est structuré par des dynamismes qu'il appellera archétypiques, générateurs de symboles, on l'a vu avec le scarabée, répond aux mêmes lois que la physique quantique. C'est-à-dire que nous, dans la vie de tous les jours, si je lâche mon verre, il tombe, il casse, c'est la gravitation, c'est Newton. Si je vais trop vite sur la route alors qu'il y a du verglas et je loupe mon virage parce que je suis sorti trop tard, c'est la causalité, j'ai un accident. Donc l'espace-temps classique est régi par les lois de la causalité, personne n'en doute. Mais l'hypothèse jungienne est qu'il y a vraiment une résonance entre les lois de l'inconscient profond et du monde subatomique. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a là un paradigme pour expliquer la synchronicité. Il y a là quelque chose, il y a un dénominateur commun entre les lois de la matière la plus profonde et les lois de la psyché. Et ce dénominateur commun, ce sont ces fameux archétypes qui peuvent, le cas échéant, se manifester sous forme de symboles dans les rêves, mais aussi sous forme d'événements dans la vie. Donc là, on a un socle. C'est quelque chose qui est, je dirais, aujourd'hui, la naissance d'un constat, l'interdépendance au univers. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Donc là, on a quelque chose de très important. Et ce constat de la non-séparabilité à l'intérieur de la matière, au niveau subatomique, et de l'interdépendance en univers, ça ouvre un nouveau paradigme. Parce qu'on a tous été éduqués dans un monde matérialiste à devoir contrôler l'univers, à devoir le maîtriser, à devoir l'exploiter. Et voyez où on en est.
Je ne vais pas abonder absolument et totalement dans les paramètres de la collapsologie, mais aujourd'hui, nous avons poussé jusqu'au bout les réserves de la planète, nous exploitons au nom d'un ultralibéralisme nos ressources, et finalement on en arrive à une impasse absolue. Le paradigme matérialiste rationaliste a fait son temps, c'est l'impasse, avec le corollaire, vous le connaissez, le réchauffement climatique, les migrations qui vont être de plus en plus nombreuses, la disette économique, et aussi un retour, non pas le sud global, ça c'est une imposture, mais le retour des blocs, puisqu'on voit très bien aujourd'hui que se dessine un affrontement profond entre le bloc Chine-Russie face à l'OTAN, pour faire. Bref, et donc, cette implication paradigmatique est vraiment de taille pour aller dans un nouveau paradigme et fondamentalement une nouvelle approche de la vie. Ce que Gregory Bateson aurait appelé une écologie de l'esprit. Une interdépendance en univers. Bateson, lui, vous savez, il ne parle pas de synchronicité, mais il parle de la structure qui relie. Il cherche le dénominateur commun de toutes les structures et il en arrive à écrire des choses admirables. Gregory Bateson, grand penseur, monolithique. C'est un peu l'équivalent d'un Jung. C'est des gens comme ça, ils inventent, ils piochent, ils sont pionniers, ils sont solitaires. C'était vraiment un gros bonhomme, né en 1904, le 9 mai, et mort en 1980. Et voilà, sur les implications de la synchronicité, c'est pas simplement regarder sa petite vie et se dire, tiens, voilà, j'ai pas rêvé de pigeon la nuit dernière. Bon, c'est pas ça. C'est vraiment une remise en question profonde, paradigmatique du monde dans lequel on est, et tout simplement de la fin d'une période rationaliste, matérialiste, dans laquelle ne suffit plus. On est tous rationalistes, évidemment, rationnels. On est tous rationnels dans la manière de gérer notre vie, évidemment, mais on se rend compte que la rationalité causaliste est largement insuffisante. Alors, je reviendrai sur les implications historiques, mais un autre élément, c'est que pour penser synchronistiquement le monde, l'homme a inventé des techniques de lecture du temps. Et je parlerai surtout du Yiking. Le Yiking, c'est le livre des transformations chinois. Vous savez que l'Inde est restée dans une vision causaliste au niveau spirituel avec le karma, etc. Mais le taoïsme est, lui, vraiment dans une vision globale et synchronistique. Un peu comme la Grèce avant Socrate, la Grèce des présocratiques et avant les présocratiques. Et dans cette vision globale, tout est interdépendance. Et c'est marrant parce que l'un des grands philosophes contemporains, psychothérapeutes, François Roustan, que les hypnotistes connaissent bien, c'est quelqu'un qui va dans ce sens-là, sans toucher au monde jungien. Ce n'est pas de bon ton, évidemment. Mais il vit cette interdépendance où tout est interconnecté. Et le Yiking, le livre des transformations chinois, Jung l'utilisait. L'utilisait pour tirer l'oracle de manière à savoir quelle était l'attitude juste. Et Jung faisait des choses dans lesquelles je me reconnais évidemment, puisque je fais la même chose, mais en miniature. Il offrait leur ciel de naissance, le tarot et le Yiking à ses impatients. Donc moi, c'est ce que je fais aussi, mais beaucoup plus, c'est moins risqué. Enfin, je risque d'être anathème, mais beaucoup moins qu'à son époque. Et donc, c'est intéressant parce que le Yiking est quelque chose qui est fabuleux, marge d'erreur zéro, validité au moins 3 ans, mais il vous donne l'attitude juste dans ce que vous traversez. Vous savez, les Chinois ignorent, pour faire court, le verbe être. Ils sont fluidité, processus. Ils disent l'homme noble ne doit pas traverser les grandes eaux. Il est urgent d'attendre. Ou alors au contraire, allez-y, foncez. C'est extraordinaire. Quand vous avez bâti un projet et que vous tirez le Yiking, c'est d'une... Moi, ça fait 39 ans et demi que je l'utilise. Il ne faut pas le faire trop souvent, hein, parce que c'est des choses qui doivent être faites sérieusement. Mais c'est remarquable. Vous avez ainsi le destin possible d'une relation, qui est peut-être en fin de cycle. Vous avez ainsi l'attitude à avoir dans une période d'adversité, parce que le Yiking est un texte de 4000 ans, un texte qui a été traduit par beaucoup,
Et il existe des versions tout à fait remarquables qu'on consulte. On tire le Yiking avec des pièces de monnaie ou des baguettes d'aquilée, et on a vraiment un oracle, mais pas un truc déterministe qui vous dit c'est comme ça, non, qui vous donne l'attitude à adopter chaque élément du Yiking, la plupart du temps, se transformant en un autre hexagramme moyennant justesse, cohérence d'être. Et le Yiking, dans cette philosophie chinoise, il est plutôt de dire savoir attendre, ne pas envahir le monde de l'autre, se faire aussi discret que l'eau, être attentif, etc. C'est une philosophie profonde et belle. Pour ceux qui s'intéressent au taoïsme, sans aller jusqu'au Yiking, il y a tous les ouvrages de François Julien qui sont remarquables. François Julien, c'est ce philosophe français qui compare la philosophie grecque, occidentale, et la philosophie chinoise. Il a écrit des choses admirables. Et dans le champ thérapeutique, François Roustan est remarquable, puisque lui, il s'en est imprégné. Et donc c'est intéressant. Alors c'est marrant parce que quand on prend le tarot en Occident, nous avons être et avoir. C'est ce qui nous pose d'énormes problèmes. Les Hébraïques, les Juifs, eux, ignoraient le verbe avoir. D'ailleurs, traverser et transgresser, pour eux, c'est à peu près pareil. C'est un peuple de la migration. C'est un peuple du voyage. Et c'est intéressant parce que, selon qu'on a le verbe être, avoir, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, forcément, on va poser les questions différemment. Le tarot, par exemple, qui est un magnifique imagier médiéval, qui reprend les grandes synthèses archétypales, les grandes étapes du processus d'individuation, lui, il répond à la question « Suis-je dans ma ressemblance en faisant ça? Est-ce dans ma cohérence d'être? Est-ce que ma décision est validée ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en termes de être. Le Yiking, lui, il faut le tirer après, à la limite, en disant « Est-ce que j'ai le feu vert de la vie ?» Et donc, ce sont des oracles, en quelque sorte, mais qui ne sont pas divinatoires, qui sont simplement, dont le but simplement est de vous poser dans votre axe, dans la bonne attitude. Ce qui est fondamental pour l'harmonie de l'univers. Parce que si vous mettez du chaos autour de vous, il ne peut qu'en résulter des inductions négatives, évidemment. Il y a aussi, bien sûr, le ciel de naissance. Ceux qui me connaissent savent que je pratique l'astrologie depuis 40 ans. Là, c'est le potentiel structural que vous recevez dans votre nouvelle venue sur Terre, si je puis dire. Votre partition de vie, elle vous donne les grands moments d'évolution, elle vous donne les enjeux des moments traversés et le moment des enjeux désirés. Alors là, c'est une approche extrêmement complexe, très polyphonique, mais qui est très très belle, et que je pratique également avec les lettres du futur pour mettre à jour un nouveau projet de vie. Mais ce qui est surtout important dans tout ça, c'est que ces techniques révèlent que la vie est synchronistique. Ce n'est pas simplement des moments tels qu'on peut parfois les percevoir dans un truc tout à fait particulier, atypique, étonnant, bouleversant même. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. La vie est synchronistique. Les grandes rencontres arrivent au moment nécessaire à notre évolution. Bon, à nous d'en faire quelque chose de bien. Si c'est pour les détruire, les fiches en l'air, bien évidemment, ce ne sera que reporté. Mais donc, tout est synchronistique. Même s'il y a une part d'aléatoire. Peut-être que le hasard, c'est l'écume des phénomènes synchronistiques. Moi, je dis souvent que le hasard, la causalité, c'est l'écume, et puis les cycles synchronistiques, c'est les marées, en quelque sorte. C'est une image, bien sûr. Mais il y a de l'aléatoire. Si vous reprenez votre voiture, moi je ne conduis pas, je suis à l'aise avec ça, si vous prenez votre voiture après une soirée bien arrosée à 4h du matin, les pneus lisses, vous vous livrez à l'aléatoire. Évidemment. Mais, voilà, donc c'est à chacun d'être lucide, d'être attentif, de faire preuve de discernement. Mais ce que révèlent ces approches, c'est que la vie est synchronistique. C'est que les grands événements sont synchronistes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça nous permet de lire les grands défis de notre vie, les défis et défis. Ça permet de vivre les grands défis de notre vie comme autant d'étapes dans ce que Jung appelle, Philbert le Régrave. Oui, ça va? Comme ça? J'appuie? Toujours là. Et donc, Monique me fait signe, s'il y a quoi que ce soit que je n'entends pas le retour. Donc, ce qui est intéressant, c'est, si on va encore plus loin, derrière l'écume du hasard, il y a les grands cycles.
cycle individuel, on a beaucoup parlé lors des 3 premières conférences du cycle de vie. 30 ans, enfin autour de Saturne, qui suis-je? 40 ans, la midlife crisis. Que crée-je? 50 ans, que sais-je? Et puis 60, c'est le temps du détachement. Ça va, je vais essayer de parler plus fort, c'est le temps du détachement. Et donc tout ça, il y a des cycles. Milton Erickson et toute l'approche ericksonienne a beaucoup travaillé les thérapies près le cycle de vie, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a les cycles civilisationnels. Vous savez, si on prend les grands cycles individuels tels qu'un ciel de naissance peut les donner, mais ça va beaucoup plus loin parce que il y a bien sûr le cycle journalier, le cycle annuel, révolution de la Terre autour du Soleil, il y a bien sûr le cycle mensuel de la lunaison, il y a bien sûr le cycle, des cycles qui sont tous interpénétrés, mais plus profondément, après les 2 premiers mouvements de la Terre, il y a le 3e mouvement de la Terre qui va dans le sens inverse, c'est le mouvement de la toupie. Vous savez, la Terre est oblique et elle tourne dans le sens inverse des 2 premiers mouvements, et elle fait le tour de son axe en 26 000 ans. C'est la grande année zodiacale, 25 920 ans, la grande année platonicienne, dont toutes les traditions parlent. Ben, elle aussi, c'est la grande année civilisationnelle, dont chaque mensualité, si je puis dire, divisée par 12, ben, c'est 2160 ans. C'est les ères zodiacales. Ici, on va tout doucement vers la fin du Dieu d'amour, chrétien, un peu tiède, pour aller vers la liberté. Mais pour aller vers la liberté, on doit évacuer l'avant-dernier mythe, le vieux mythe hébraïque de la justice, dont tous les signifiants explosent. Fin de la justice, réveil de son mythe corollaire, l'égalité dans l'égalitarisme, le wokisme, etc. Éclatement de tous les savoirs, inversion de toutes les vérités, fake news. On est dans un monde de décomposition complète de l'avant-dernier mythe pour que futur, à nouveau naisse. Tout ça prend plus de 100 ans. Mais on est dedans, c'est génial. Si on arrive à comprendre que tout ce qui se passe au niveau historique, sociétal, fait partie des cycles, je vous rassure, on reste zen. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup... c'est pour ça que je parle de tout ça aussi, ça m'a beaucoup apporté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on va plus loin, c'est que les mouvements civilisationnels eux-mêmes sont cycliques. Et que ce qui se passe aujourd'hui, ben, ça fait partie d'une tectonique des mythes. Et ces mythes, qui sont rattachables aux 12 grands mois précessionnels de la grande année, ben, nous vivons dedans. Et ça va même jusqu'à un niveau politique, puisque bon, je ne peux pas m'empêcher de raconter cette anecdote que j'ai vécue avec Jean-Charles Pichon il y a 37 ans. En 87, Jean-Charles Pichon, oui, là vraiment je dois être... Oui, mais c'est... Oui, oui, ça va? C'est la batterie probablement. C'est la batterie. Et donc, ce qui est important je demandais à Pichon comment il voyait il y a 35 ans l'avenir. Et alors il disait, tu sais, on est en 1987. Bah, aujourd'hui on reproduit un peu le grand choc Rome-Carthage, fissuration des États hellénistiques, nouvel ennemi polaire de la future Rome qui est bien fragile, la Numidie. Je dis ok, et qu'est-ce qui va se passer alors pour nous? Ben, c'est ça, le choc Rome-USA face à l'URSS, ça va marquer la fin de l'URSS, provisoire. Nouvel ennemi polaire, la Chine, fissuration d'une Europe infaisable, etc. Et quand on apprend à lire tout ça, on a une lecture que Jung lui-même n'avait fait qu'effleurer, mais que d'autres ont continué. Donc, ce qui est très important, c'est et c'est ça le but de ce moment ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait, il y a des synchronicités. Nos cycles sont synchronistiques comme moment d'évolution, les défis édifient, et la civilisation est elle-même liée à des cycles, le but étant probablement une humanité de plus en plus libre. Je propose, synchronistiquement mon micro faisant une petite dépression, de passer à l'approche conversationnelle. J'essaye de voir combien vous êtes, parce que c'est quand même merveilleux. Je propose de passer à l'approche conversationnelle et de continuer, mais cette fois vous pouvez aller vous resservir, de continuer le débat, l'échange, les témoignages, parce qu'on a tous vécu des synchronicités, je pourrais encore vous en raconter.
Voilà. Merci de votre attention.